Alors, nous allons essayer de parler aujourd'hui de sélection naturelle. Nous allons essayer de comprendre, en fait, à partir d'un exemple, nous prendrons l'exemple de la lactase, l'enzyme lactase, et voir s'il y a intolérance ou pas intolérance, si c'est plutôt du côté génétique qu'il faut chercher la cause, ou si c'est plutôt dû à une histoire une histoire de l'humanité, mais correspondant dans son histoire à une espèce de sélection naturelle. Bon. Voilà. Grâce aux techniques modernes, on peut connaître les génomes d'êtres humains disparus à partir de restes fossiles, et en les comparant au génome actuel, on peut ainsi reconstituer les principales étapes de l'histoire récente concernant l'humanité. Bon, c'est ce que nous avons fait dans un autre cours. Là, aujourd'hui, on va plutôt s'attarder à certaines variations génétiques qui vont résulter d'une sélection actuelle, c'est-à-dire actuellement, donc actuellement que l'on oppose au passé. Alors, on va parler de tolérance au lactose. On va voir que les choses ne sont pas simples. On aurait pu parler également de la résistance à la haute altitude. Alors, également parler des variations génétiques qui vont résulter d'une sélection passée. Ça aurait pu être la résistance à la peste. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire. Là, on va juste se limiter à la tolérance au lactose. Nous allons ainsi explorer quelques stratégies et outils informatiques de comparaison de séquences entre génomes individuels. Puis essayer de conclure, tolérance au lactose ou non-tolérance, histoire de sélection naturelle, histoire de génétique. Bon, les choses ne sont pas simples. Bon, les génomes actuels, ils portent certaines traces de l'histoire humaine. C'est ce qu'on avait vu dans un autre cours. Et pour mettre en évidence l'effet de la sélection naturelle, on prend l'exemple du phénotype que l'on appelle lactase persistante. Lactase persistante, on va dire LP. Alors, bon, on va présenter donc des informations d'ordre général concernant ce phénotype lactase persistante, et puis on montrera dans une autre explication en quoi consistent certaines techniques et comment les résultats peuvent être utilisés pour reconstituer l'histoire d'un allèle. Bon. Maintenant, on parlera de phénotype LP. On verra qu'il est associé à des mutations qui vont être définies, relatives évidemment à une séquence d'ADN. Alors, on pourra dire que si la mutation était apparue une seule fois au cours de l'évolution, la même mutation éventuellement pourrait être retrouvée à différents endroits du monde. Nous allons voir si c'est le cas ou pas. Et on pourrait également supposer qu'il y aurait un gradient du lieu d'origine de la mutation vers la périphérie. Nous allons essayer de démontrer cela. On observe que des allèles sont différents en Europe et en Afrique et que 3 pôles différents où le phénotype est très représenté existent sur le globe. Alors c'est un petit peu étrange. Donc génétique, encore une fois, aux sélections naturelles, on peut très bien avoir également 2 mutations qui se produisent à 2 endroits différents et qui donnent le même phénotype. Il faut y penser aussi à cela. On peut avoir une seule mutation et à partir de l'individu correspondant, eh bien cet individu a pu donner son gène à la descendance qui s'est elle-même éparpillée, ce qui pourrait expliquer pourquoi on retrouve ce gène à différents endroits et pas à d'autres. On parle de gradient de présence, on va dire. Bon. Donc on observe que les allèles sont différents en Europe et en Afrique et que 3 pôles différents où le phénotype est très représenté existent sur le globe. C'est ce qu'on vient de dire. Donc ce caractère pourrait montrer une convergence évolutive qui serait due à plusieurs mutations différentes, éventuellement. Bon, convergence éventuellement. Cette digestion du lait, elle permet également, autre avantage, d'apporter de la vitamine D, ce qui favorise la croissance en Europe du Nord, là où l'exposition aux UV est très faible, puisqu'on rappelle que pour que la vitamine D puisse se fabriquer dans l'organisme, il faut absolument du soleil.
Tous les individus qui vont être porteurs de cette mutation vont donc posséder un avantage à condition de vivre dans un milieu où le lait est disponible. Donc c'est une pratique, donc il faut une pratique de l'élevage d'ovins ou de bovins. Alors oui, en effet, parce que bon, la lactase, en fait, qui permet de digérer le lactose, est présente chez les enfants jusqu'à 3 ans à peu près, mais ensuite, donc ça permet de digérer le lactose, mais ensuite, après ces 3 ans, eh bien, elle disparaît. Donc il n'y a plus la lactase. Donc si on prend du lactose, si on boit du lactose, eh bien, il y a une espèce de... Alors déjà, le lactose ne pourra pas être digéré par la lactase puisqu'elle n'existe pas, mais ensuite, ce lactose va être utilisé par des bactéries de l'intestin et on aura une espèce de fermentation qui va provoquer par exemple des gaz, des ballonnements et donc un inconfort assez important. Donc c'est pourquoi les individus qui vont être porteurs d'une mutation qui va permettre à la lactase de quand même fonctionner après les 3 ans, eh bien, vont être largement avantagés. Bon. Ensuite, il n'y a pas de trace de l'allèle responsable du phénotype LP avant les 5000 ans. Donc sa proportion est faible en Europe du Nord, vers moins 1000 ans, environ 25%, alors que dans la même zone aujourd'hui, elle est très élevée. Pourquoi? L'allèle responsable du phénotype LP est présent vers moins 4500 ans. 1500 ans avant l'introduction de l'élevage en Europe. Bon, on peut supposer que l'avantage qu'il apporte a favorisé les individus qui en étaient porteurs, et en particulier dans le nord de l'Europe, et que l'allèle a été davantage transmis au fil des générations. Bon. Essayons d'y voir un petit peu plus clair, après avoir donné ces quelques généralités. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait mutation relative au gène qui doit, en s'exprimant, donner la lactase, y a-t-il une sélection naturelle ou alors est-ce que c'est qu'une histoire de mutation au niveau du génotype? C'est-à-dire la sélection naturelle, on pourrait considérer il y a du lait, il n'y a pas de lait, il y a la mutation, il n'y a pas de mutation, mutation favorisée par sélection naturelle ou pas. Vous voyez, on tourne un petit peu autour de tout cela et bon, la plupart des mutations n'ont pas d'effet sur le phénotype, mais dans certains cas, une mutation peut conférer un avantage aux individus qui les possèdent. Donc selon le modèle de la sélection naturelle, si un allèle est bien sûr bénéfique dans un environnement donné, sa fréquence va augmenter, au risque très fortement d'augmenter en tout cas, de génération en génération au sein même d'une population. Alors si par exemple on a une mutation favorable dans un endroit et qu'une seule personne va migrer ailleurs, eh bien il peut faire en sorte que cette mutation va se propager là où il va. Donc à ce moment-là, on aura 2 populations qui seront avantagées. Bon, on peut très bien également avoir un gradient correspondant à une certaine sélection qui va, à partir d'un point précis, se propager de fil en aiguille. Un petit peu comme le chien qui doit chercher quelque chose, eh bien, il est attiré par un gradient de molécules. Et lorsque ce gradient de molécules est maximal, eh bien, il y a de grandes chances que le chien, par exemple, ait trouvé, par exemple, ce morceau de viande ou son os. Bon, on peut se poser la question comment identifier les traces d'une sélection naturelle dans les populations humaines. Essayons de comprendre déjà à partir d'une fréquence du phénotype LP dans l'ancien monde. Le phénotype lactase persistante dans le monde, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut parler en termes de pourcentage? Est-ce qu'on peut voir en tout cas qu'il y a un certain pourcentage plus élevé dans certains endroits que dans d'autres endroits? Alors, le lactose, c'est un sucre qui est contenu dans le lait. Ce lactose est trop gros. Donc cette molécule en fait est trop grosse pour être absorbée directement dans l'intestin, donc à travers les villosités intestinales de l'intestin grêle. Donc il faut qu'il soit digéré, on va dire hydrolysé, découpé par une enzyme
que l'on appelle la lactase. Donc la lactase est une enzyme qui fait partie de l'appareil digestif. C'est une enzyme, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés bien précis qui provient de l'expression du gène, on va dire du gène lactase. Chez les mammifères, la lactase n'est produite qu'au début de la vie. Alors on avait dit jusqu'à 3 ans à peu près, 2-3 ans à peu près. Après le sevrage, la consommation de lait va provoquer des désordres digestifs en raison de l'utilisation du lactose par les bactéries du gros intestin. Donc ils vont l'utiliser, faire des fermentations. Pourquoi fermentation? Parce que dans le gros intestin, il n'y a pas forcément de l'oxygène. Donc on n'est pas en milieu aérobie, on est en milieu anaérobie. Et donc ce qui va privilégier, donc ce seront les mécanismes d'un métabolisme plutôt fermentatif. Donc il va y avoir fermentation du lactose et donc dégagement de gaz. On remarque cependant que 30% des humains possèdent une mutation qui va leur permettre de continuer à produire de la lactase tout au long de sa vie. Donc de consommer du lait sans que les effets secondaires de l'intolérance au lactose ne s'expriment. Donc ça veut dire que avant que les bactéries du gros intestin ne puissent digérer à leur façon en fermentant ce lactose, eh bien, il sera digéré au préalable, donc en amont, dans l'intestin grêle, donc par la lactase, donc qui sera sécrété par l'intestin. Donc les effets secondaires de l'intolérance au lactose ne se feront pas ressentir et ce phénotype est appelé lactase persistante. Bon, ça veut dire lactase persistante, LP. Pourquoi persistante? Je répète, parce qu'en théorie, après 3 ans, il n'y a plus la lactase. Alors pour X raisons, le gène correspondant à la lactase ne s'exprime plus, donc ne donne plus le phénotype moléculaire correspondant à la lactase. Lactase, c'est une enzyme, hein, pour X raisons. Hein, bon. Après, on pourrait très bien imaginer que par des manipulations génétiques, on puisse réactiver ce gène-là. Et encore faudrait-il connaître la raison de sa non-fonctionnalité après 3 ans. Il y a sans doute un système de contrôle au niveau génétique. Et bon. Donc il existe des cas où, sans contrôle, une mutation de ce gène, en tout cas des allèles de ce gène, va faire que un nucléotide sera remplacé par un autre, on verra après lequel, en prenant un exemple, et étrangement, le gène correspondant, enfin dont l'expression donne la protéine lactase, eh bien, va s'exprimer. Bon. Et va continuer de ce fait-là à s'exprimer toute la vie. En Europe, la fréquence de ce phénotype dans la population, il augmente du sud au nord, et chose très étrange, enfin très étrange dans notre problématique, sachant que est-ce que c'est une histoire de génétique ou de sélection naturelle suite à une mutation, eh bien on a 90% dans les pays nordiques, alors qu'on a des pourcentages très très faibles. Si par exemple on a l'Australie, on prend l'Australie, on a des pourcentages qui varient aux environs de 20%, entre 30, 20, 10%, selon les endroits. Et on s'aperçoit qu'en Inde, donc au sud de l'Inde, il y a 0%. Donc il n'y a pas de phénotype lactase persistante dans l'Inde. Donc on peut considérer que au niveau de l'Inde, dans l'Inde, il n'y a pas de lait. Pourquoi? Parce que si les gens boivent du lait, ils vont avoir des problèmes digestifs. Alors, c'est également le cas dans une certaine partie de l'Afrique du Sud. Dans l'Afrique de l'Ouest, on constate une zone avec, à mesure qu'on s'éloigne de cette zone, une espèce de gradient en pourcentage de population correspondant ayant acquis cette lactase persistante par mutation ou sélection naturelle d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, c'est une mutation et suite à la mutation, donc qui correspondra à un avantage sélectif, ça voudrait dire que la lactase est présente. Et donc, de ce fait-là,
correspondrait à une certaine sélection naturelle. Si par exemple, imaginons il n'y a que du lait à boire là-bas, bon, bah, on ne boit que du lait, les gens peuvent survivre. Mais s'il n'y a pas la lactase, bien les gens ne pourraient pas survivre, imaginons qu'il n'y ait que du lait. Alors bien sûr, il n'y a pas que du lait, mais si on raisonne à l'extrême. Bon voilà, donc en Europe, la fréquence de ce phénotype lactase persistante, LP, augmente du sud au nord pour atteindre 90% dans les pays nordiques. Donc il a été noté que dans ces zones, une faible exposition aux UV va limiter la synthèse de vitamine D et donc l'assimilation de calcium. Par conséquent, la consommation de lait va permettre de contrebalancer ce déficit en vitamine D. Bon, donc voilà, hein, là on voit très bien que dans les pays nordiques, il y a un pourcentage très élevé de lactase persistante. Alors, à partir de là, comme je vous disais précédemment, on peut se dire, à partir de ces pays nordiques, on peut très bien imaginer qu'une personne, un individu, ait subi cette mutation à partir du gène qui ne s'exprimait plus après les 3 ans. Et cette mutation a pu être favorable dans le sens où la lactase pouvait continuer à être biosynthétisée. Donc le phénotype moléculaire lactase, donc la protéine en fait, était bien présente. Et alors on peut considérer que cet individu a transmis cet allèle à ses descendants et que de descendant en descendant et de migration douce, entre guillemets, en migration douce, eh bien cet allèle a pu se propager à partir du nord de l'Europe jusqu'à plus loin dans l'Europe. Bon. Alors si on regarde la carte, apparemment on aurait 2 pôles de mutation qui seraient l'Afrique de l'Ouest et les pays nordiques. Voilà. Bon. Après, tout est une histoire de discussion et de prouver que dans les pays nordiques, il y a eu un seul individu qui a transmis la mutation, ou bien on peut considérer qu'il y a eu, dans les pays nordiques, plusieurs mutations, plus ou moins en parallèle, et qui ont fait que cette mutation s'est propagée beaucoup plus vite, mais sur différentes populations nordiques. Bon. Là, dans ce modèle-là, on peut très bien imaginer plusieurs populations issues de plusieurs mutations, donc relatives à plusieurs individus. Donc ça ferait plusieurs, plus celles de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça en ferait au moins, peut-être, soit on considère dans les pays du Nord c'est une seule mutation, soit on considère c'est 2, c'est 3. Bon. Voilà, la solution, là pour l'instant on ne l'a pas. Pour expliquer que des populations distinctes présentent le phénotype lactase persistante, 2 hypothèses ont été émises de ce fait-là. Soit la mutation responsable du phénotype est apparue une seule fois, comme je vous disais par exemple en Europe du Nord, dans les pays nordiques, quelque part dans les pays nordiques et dans l'Afrique de l'Ouest, parce que là c'est très net qu'il y a eu un avantage sélectif dû à une mutation à partir de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on voit très bien le gradient, donc il suffit de se procurer une carte correspondant à la fréquence de phénotype LP dans le monde, et on voit très bien que en Afrique de l'Ouest, il y a eu une mutation qui s'est propagée. Pour les pays nordiques, c'est un petit peu différent. D'où l'hypothèse, d'où les 2 hypothèses. Donc la mutation responsable du phénotype est apparue une seule fois dans une population ancestrale commune aux populations qui présentent aujourd'hui cette mutation. Soit il y a eu plusieurs mutations apparues au cours de l'évolution et elles ont été sélectionnées indépendamment, et on parle là de convergence évolutive. Ce qui fait que d'après le document correspondant aux fréquences du phénotype LP dans l'Ancien Monde, ça pourrait expliquer qu'on a une fréquence qui atteint les 90% dans plusieurs endroits, dont l'Angleterre. Hein, bon, les Pays-Bas également, et l'Irlande, etc. Bon. Alors, on peut s'aider d'un logiciel
un AGN, par exemple, prenons un AGN, on pourrait prendre génigène, il est possible de comparer les séquences impliquées dans la persistance de la lactase. Alors, on peut prendre trois choses, on va prendre trois allèles, en fait, un ADN de fossiles européens qui vont être datés de 8000 ans, c'était à l'époque néolithique. On va prendre un allèle correspondant à l'ADN de population européenne actuelle, LP, donc lactase persistante, et lactase non persistante. Ça veut dire que après les 3 ans, il n'y a pas eu de lactase produite. Et puis ADN de population africaine actuelle de phénotype lactase persistante LP ou lactase non persistante LP. Donc vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on prend l'exemple, alors il faut prendre l'exemple que l'on a trouvé sur un fossile qui date de 8000 ans, l'exemple de population européenne actuelle, mais je pense que l'exemple a été pris dans les populations nordiques, pas forcément nordiques en fait, mais nordiques au moins, pour s'assurer en fait que la mutation existe bien et a bien existé. Et l'ADN de population africaine, là où on voit très bien dans l'Afrique de l'Ouest qu'il y a eu un pôle de migration à partir un gradient de migration à partir d'un point précis. Alors dans le fossile, donc on fait le traitement de l'information avec un AGN. Il faut trouver les fichiers correspondants, évidemment. Donc là, je vous invite à vous débrouiller un petit peu pour trouver les fichiers. Vous tapez fossile, lactase persistante, Europe, lactate persistante, Europe, lactate non persistante, Afrique, lactate persistante et Afrique, lactate non persistante. Et vous devriez trouver les fichiers. Moi, je les ai trouvés assez facilement. Alors, correspondant à la séquence de l'allèle fossile correspondant à ce gène, donc à cet allèle qui va par expression donner la lactase, eh bien on a une séquence. Alors je ne vais pas lire évidemment toute la séquence. Ce que je vais simplement faire, c'est faire une comparaison de séquences avec les autres séquences pour voir l'endroit de la mutation. Alors, donc on regarde la séquence fossile qui sera une référence et on regarde à quel moment, à quel endroit, est-ce qu'il y a eu une mutation déjà, est-ce qu'il n'y en a pas eu. Alors, concernant Europe LP et Europe LNP, donc Europe du Nord, peut-être, peu importe, le principal c'est quelle est la mutation. Alors, quand on regarde Europe LP, on a une mutation à un certain endroit, vous regardez, et à la place d'une cytosine, on a une thymine. Et ce simple fait qu'il y ait une mutation, une thymine à la place d'une cytosine, fait que l'enzyme, enfin pas l'enzyme, mais l'allèle, donc le gène directement, devient fonctionnel. Ça veut dire qu'à partir de 3 ans, pour cet individu, et pour ces mêmes individus qui ont subi la mutation qu'un T remplace un C, donc une thymine remplace une cytosine, eh bien la lactase est produite. Et donc la personne peut boire du lait, il n'y aura pas d'intolérance au lactose. Si on regarde en Europe, alors ça correspond à une espèce de témoin, LNP, c'est-à-dire lactate non persistante, ça veut dire qu'après 3 ans, il y a toujours une intolérance, eh bien on n'a pas cette mutation, c'est-à-dire il n'y a pas cette thymine qui remplace une cytosine. En Afrique, c'est un petit peu le même principe, sauf que, et chose très étonnante, c'est pas la même mutation. Là, c'est à la place d'une thymine, on a une guanine. Et ça donne la possibilité à l'allèle de fabriquer, en s'exprimant évidemment, le phénotype moléculaire correspondant à la lactase. Bon, si on regarde Afrique LNP, il n'y a pas cette mutation, ni le G qui remplace le T, ni le T qui remplace le C, donc, comme dans le cas de ce qui s'est passé en Europe. Eh bien, ça veut dire que
deux mutations différentes donnent le même phénotype. Ça veut dire que là, nos deux mutations correspondant soit à ce qui s'est passé en Europe, soit à ce qui s'est passé en Afrique, nous donnent le même résultat. Donc c'est une chose très étrange qu'on pourrait expliquer en faisant une analyse beaucoup plus fine, mais là qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Donc ça veut dire que deux mutations différentes donnent le même phénotype. Bon, ça c'est pas nouveau, mais c'est quand même, bon, allez, on va dire c'est étonnant. Mais ça explique un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, que entre les pays nordiques et puis l'Afrique de l'Ouest, je vous avais dit, en Afrique de l'Ouest, c'est sûr qu'il y a eu très certainement un individu qui a subi une mutation, et là on voit bien que cette mutation, ça a été une guanine qui a remplacé une thymine. Eh bien, cet individu a donné à sa descendance ce nouvel allèle muté qui a permis la biosynthèse de la lactase. Bon. Et ensuite, donc, il y a eu des enfants qui ont eux-mêmes propagé cette mutation. Alors, on a l'impression que cette mutation est dominante. Bon. Ça veut dire, bon, l'histoire de dominance, récessivité, je ne vous répète pas ce que c'est, mais une dominance, c'est que, enfin, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais un gène, un allèle est dominant lorsqu'il s'exprime à tous les coups, même si l'autre est à l'état récessif. Par contre, pour qu'un allèle s'exprime, un allèle récessif s'exprime, il faut qu'il soit à l'état de double récessif. Bon, puisqu'on rappelle que dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes et que chaque allèle est en double exemplaire, mais que dans un allèle, entre deux allèles, on peut avoir deux allèles donc, qui sont du même gène, évidemment, qui sont différents, et cette différence va donner deux fonctions différentes. Alors, soit on aura une mutation dominante qui va s'exprimer à tous les coups, soit on aura une mutation qui ne sera pas dominante, mais qui ne s'exprimera pas tant que sur l'autre allèle, on n'a pas la mutation récessive. Donc, on parle de double récessivité. Et dans ces conditions, l'allèle récessif s'exprime par rapport à l'allèle dominant qui, lui, ne s'exprime pas puisqu'il n'existerait pas. Bon. Dès l'instant où l'allèle dominant existe, il s'exprime, même si l'autre est récessif. Donc que l'autre soit récessif ou dominant, dominant, c'est la dominance qui prédomine. Dominant, récessif, c'est la dominance. Récessif, c'est la récessivité qui, alors pas qui prédomine, mais qui s'exprime. Bon, voilà. Et puis dans les pays nordiques, alors soit on raisonne de la même façon, on dit qu'il y a un individu qui a propagé son allèle qui a subi une mutation, soit il y a eu plusieurs pôles de mutation qui ont fait que dans ces régions, en fait, à plusieurs endroits se sont trouvées plusieurs personnes qui ont subi une mutation et qui ont propagé cette mutation. Bon, voilà, donc soit c'est une seule, comme dans le cas de l'Afrique, soit c'est plusieurs. Bon, voilà, alors là, on n'a pas la solution, on peut faire que des hypothèses, soit c'est 3, soit c'est 4, soit c'est 10, peut-être qu'il y a eu un pôle de mutation au même endroit en même temps, bon, c'est un petit peu bizarre. Bon, voilà pour la comparaison de séquences d'ADN responsables de la persistance de la production de lactase. Alors ensuite, on peut se dire, bon, la lactase persistante, pas persistante, en Europe, quand cette mutation est-elle apparue? Elle est apparue là, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Bon, si on regarde par rapport au gradient de ces mutations, de présence en tout cas de ces mutations en pourcentage au niveau de l'Europe, par exemple de l'Afrique et dans l'Asie, etc., on se dit que c'est pas récent, c'est pas très récent. Cette mutation, par exemple, on pourrait dire que donc ce T qui a remplacé un C ou ce G qui a remplacé un T en Afrique, alors que le T qui remplace le C, c'était en Europe, on peut se dire, bon, il y a un certain temps. Mais combien de temps? Est-ce que c'était il y a 7000 ans? Il y a 1 million d'années?
Il y a 10 000 ans, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 100 ans. On ne sait pas. Donc, quelle est l'origine de ce phénotype lactase persistante suite à une mutation, lactase persistante après 3 ans en Europe? Au néolithique, la pratique de l'agriculture succède à un mode de vie nomade basé sur la chasse et la cueillette. Donc autrefois, nos ancêtres vivaient de chasse et de cueillette, et puis tout doucement, avec le temps, ils se sont installés, implantés. Alors on parle souvent du croissant fertile. Bon, et l'agriculture, tout doucement, s'est mise en place. Bon. On a des traces archéologiques qui montrent que la culture néolithique est arrivée en Europe, alors partant du croissant fertile, en provenance de Mésopotamie vers moins 7000 ans avant Jésus-Christ. Moins 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc, culture néolithique. Agriculture. Bon, qui faisait suite à quoi? À la chasse et à la cueillette. Donc il y avait des populations, donc chasse-cueillette, alors surtout lorsqu'il y a eu une sortie de l'Afrique, les gens ont migré, il y a eu des flux migratoires, et puis il y avait la chasse. Bon, il y avait la cueillette en parallèle. Si les gens qui se promenaient voyaient une mûre, un fruit, eh bien ils pouvaient saisir cette opportunité de manger ce fruit. Donc c'était une cueillette. Les gens chassaient également pour se nourrir. Bon. Et puis, on a des traces qui ont montré que cette culture, ensuite, chasse et cueillette, après on a eu une sédentarisation, donc l'agriculture s'est mise en place, et on a des traces qui ont montré que cette culture néolithique est bien arrivée en Europe en provenance de Mésopotamie. Alors il y a combien de temps? 7000 ans à peu près. Des résidus de lait fermenté ont été trouvés en Croatie sur des poteries. Donc on a des poteries, on a des résidus de lait fermenté. Lait fermenté. Est-ce que ça veut dire que la lactase a agi sur le lait? S'il y a eu une fermentation, on peut très bien penser qu'il n'y avait pas la lactase. Bon, on peut l'imaginer en tout cas. Alors, ces poteries donc dataient de moins 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui pouvait servir, donc ces poteries pouvaient servir à la fabrication de fromage en séparant le caillé, c'est-à-dire le caillé, c'est ce qui va cailler, c'est ce qui va coaguler, et c'est ce qui est riche en protéines, en lipides, en calcium, et on sépare ce lait caillé de ce que l'on appelle le petit lait, qui lui est riche en lactose. Alors, donc c'est intéressant de voir que sur ces poteries, il y a des espèces de trous, en fait. Alors on peut imaginer que, par exemple, s'il y avait des chèvres, peut-être des vaches, etc., les gens allaient traire leurs animaux, ils recueillaient le lait, et ils mettaient le lait dans ces espèces de poteries. Et puis on peut imaginer que, pour une raison X, le lait se mettait à cailler, et que ce caillé pouvait être digéré par les individus, par les personnes. Mais que le lactose, s'il n'était pas digéré, c'est pas grave, parce que ces petits trous permettaient de faire sortir le petit lait qui lui était riche en lactose. Donc de ce fait-là, que les gens soient lactase persistante ou lactase non persistante, ça ne changeait pas grand-chose. L'avantage, c'est que les non persistants, c'est-à-dire après 3 ans, ceux qui ne pouvaient plus digérer le lactose, pouvaient quand même manger des fromages, puisqu'il n'y avait pas de lactose à l'intérieur, du fait que le petit lait était sorti par les trous des poteries. Donc c'est intéressant. Et puis, si des gens se disaient, tiens, je vais recueillir ce petit lait, donc riche en lactose, s'ils le buvaient, s'il n'y avait pas de désordre intestinaux, ça voulait dire qu'ils avaient la lactase. S'ils avaient au-delà de 3 ans, eh bien ça voulait dire qu'il y avait bien eu une mutation et donc un avantage sélectif ici, dans le cas où ils pouvaient prendre du lactose. Imaginons maintenant que qu'on ne puisse plus faire de fromage, ou que les gens n'aient pas cette culture savoir faire du fromage, et qu'ils boivent du lait. Ils boivent du lait. Bon, intolérance au lactose. Voilà, donc tout doucement, imaginons qu'il n'y ait que du lait à boire, tout doucement, ces gens qui sont intolérants au lactose vont peut-être disparaître.
sur le long terme, évidemment. Maintenant, les gens qui possédaient la lactase, c'est-à-dire qui étaient lactase non persistante, à ce moment-là, donc lactase persistante, plutôt. Pardon, donc j'ai inversé les... Alors j'espère que je n'ai pas inversé dans mon explication. Les gens qui sont lactase persistante possèdent l'allèle muté, donc sont capables de prendre du lactose, et lactase non persistante, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mutation. Alors j'ai l'impression que j'ai inversé, hein, bon, vous avez compris de toute façon qu'à travers ces petits trous, le lactose passé, et imaginons qu'il n'y a pas de poterie, il n'y a pas de petits trous, et que les gens fassent du fromage et qui possèdent encore le lactose, bah, ça voudrait dire que ceux qui sont intolérants au lactose, donc lactase non persistante, eh bien ça voulait dire que tout doucement avec le temps, allait disparaître en imaginant qu'il n'y avait que du fromage à manger, ce qui n'était pas le cas évidemment, mais on prend le cas extrême. Alors que ceux qui possédaient la mutation, donc lactase persistante au niveau de l'enzyme, donc au niveau de l'expression de l'allèle, évidemment, eh bien ceux-là pouvaient survivre. Donc voilà, et là on peut, dans le cas extrême dont je vous parle, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un exemple pour vous dire que on peut très bien considérer que cela constitue un avantage sélectif. Bon. Naturel, évidemment. Dans le sens où le lait est naturellement extrait des animaux. Bon, voilà. Donc ce fragment de poterie, il comporte des orifices. Hein, donc voilà, on a compris pourquoi. Donc, ce qui se passait à l'époque en Croatie au niveau de ces poteries. Alors, on peut rechercher l'origine de la mutation à partir d'ADN fossile. Hein. Bon, on ne va pas trop détailler ici. Vous pouvez vous procurer une carte où on voit, par exemple, ce qui s'est passé il y a 4500 ans. On recherche, il y a eu une mutation pour 10 allèles, admettons. Alors, les dents et le rocher, c'est-à-dire que c'est l'os de l'oreille interne, sont des organes dans lesquels l'ADN ancien est le mieux conservé. En broyant ces os, on peut récupérer de l'ADN que l'on peut séquencer. Donc on peut faire un séquençage complet du génome et on peut rechercher la mutation LP qui est fréquente chez les Européens actuels. On peut le faire également sur des squelettes qui dataient du néolithique. Et vous pouvez trouver un document qui indique le nombre de mutants LP retrouvés par rapport au nombre de génomes étudiés. Donc si on prend par exemple à Crétunoise, il y a 5500 ans, donc si on prend ce cas-là, on aura 0 mutant sur 2 génomes étudiés. Si on regarde Drestwo, moins 2200 ans, 0 mutant sur un génome étudié. Alors évidemment, vous allez me dire, si on prend l'exemple sur un seul génome, on étudie, c'est pas représentatif. Et vous avez raison. Si on prend à Derenburg, Kuyavia, des noms compliqués à prononcer, hein, des noms que bon, moins 1600, moins 4500 ans, il n'y a rien. Moins 1000 ans. Sur 8 génomes étudiés, on en trouve 2. On trouve 2 mutants. Donc il y a au moins 1000 ans. Donc cette mutation est apparue il y a au moins 1000 ans. Donc si je regarde, je cherche moins 1000, moins 6500, moins 4400, c'est 0 sur 9. À Kuyavia. À Drestwo, moins 2200, il n'y a rien. Crétunoas, il n'y a rien. Et IRE, il y a 4500 ans, une mutation sur 10 génomes étudiés. Donc, on remonte au moins à 4500 ans. Mais c'est dans le nord de l'Europe. Hein, c'est pas dans le croissant fertile, etc. C'est bien dans le nord de l'Europe. Durenberg ou Derenberg, moins 5500, il n'y a rien. Hotzl, moins 3300, il n'y a rien, etc., etc. Et si on prend à Longar, en Espagne, moins 4500 ans, il y en a 7 sur 26. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? C'est que
si on regarde IR, moins 4500 ans, il y a une mutation, ça veut dire que la mutation est bien apparue il y a au moins 4500 ans. Alors, est-ce que c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé ailleurs? Est-ce que le premier homme, on va dire, qui a subi cette mutation, est-ce qu'il était à Ir? Et ensuite, il a propagé sa mutation dans le reste de l'Europe du Nord, avec un gradient qui va tout doucement vers le sud, mais comme on a dit, plus on s'approche de l'Asie, plus on s'approche de l'Inde, etc., et moins il y a de mutations, moins il y a de fréquence de phénotype LP. Bon, donc voilà globalement ce qu'on peut dire concernant les indices d'une sélection naturelle à partir de l'analyse des génomes. On a essayé d'identifier les traces d'une sélection naturelle dans des populations humaines. Alors, vous pouvez arrêter le cours ici. Je voudrais juste vous parler de quelques petites choses intéressantes concernant cette déficience en lactase. On va voir un exemple modèle particulièrement riche, puis je vais vous décrire un petit peu le déficit congénital en lactase avec les phénotypes lactase persistante et non persistante ensuite. On est là dans la génétique moléculaire et dans l'évolution. Je m'inspire de ce qui est dans des articles qui sont proposés dans Access Enseignement de Lyon, publié par Salamé le 28/4/2008 et mis à jour le 15/12/2017. Donc je vous conseille, en parallèle à ma lecture, en fait, d'aller voir cet article et de suivre un petit peu ce que je vous dis. Bon, là, je vous donne des informations complémentaires, donc vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez arrêter là. Je voudrais vous donner donc des informations scientifiques concernant les phénotypes associés à la digestion du lactose. Le lactose, c'est le principal glucide du lait. C'est un disaccharide. Il est formé par l'union d'une molécule de glucose et de galactose. Donc là, vous comprenez bien qu'il ne peut pas être passé directement à travers la muqueuse intestinale sans être digéré au préalable, donc par une enzyme ici qu'on appellera la lactase. Alors, son absorption nécessite au préalable une hydrolyse réalisée par la lactase, qui est une enzyme de la bordure en brosse des cellules de l'épithélium intestinal. Le gène de la lactase humaine est situé sur le chromosome numéro 2. Il comporte 17 exons et code pour un polypeptide de 1927 acide aminé. Alors, 1927 acides aminés, donc c'est un nombre quand même assez important. Donc ça veut dire que l'allèle correspondant contient au moins 1927 fois 3 nucléotides. Puisqu'on rappelle qu'un codon va coder pour un acide aminé après décryptage grâce au code génétique. Alors, il existe des cas d'une déficience congénitale en lactase qui se manifeste donc dès la naissance. Alors, en théorie, jusqu'à 3 ans, un enfant a la lactase. Mais, quelquefois, il n'y a pas de lactase. Alors, donc, évidemment, dès la naissance, c'est un problème qui peut être très grave. Donc, ces cas de déficience congénitale sont dus à des mutations qui affectent la séquence codante, donc qui va s'exprimer, du gène et qui font que le polypeptide n'a pas d'activité enzymatique. Voilà. Donc ça veut dire que pour X raisons, il y a eu une mutation qui inhibe l'action de la lactase. Parmi les mutations identifiées, les chercheurs en ont retenu une qui se traduit par l'apparition d'un codon stop, d'un stop anticipé au codon 1390. En conséquence, le polypeptide ne comporte que 1389 acides aminés, 1389 acides aminés au lieu de 1927, puisque le stop s'arrête à 1390. Voilà. Normalement 1927, là 1389, on voit bien qu'il manque une séquence d'acides aminés au niveau de la lactase. Bon, donc ce n'est plus la lactase et le problème vient de là. Ce déficit congénital en lactase est une maladie héréditaire récessive.
Elle se traduit par des symptômes, donc des diarrhées entre autres, qui vont débuter dès les premiers jours qui suivent la naissance. Et les selles vont être liquides et souvent accompagnées de vomissements. Les diarrhées sont dues au fait que le lactose du lait, restant présent dans la lumière intestinale, entraîne un transfert d'eau par osmose dans la lumière intestinale et en outre, le lactose non hydrolysé va atteindre le côlon où il va être métabolisé par les bactéries du gros intestin qui vont le transformer en acide gras, en hydrogène et en dioxyde de carbone par fermentation, puisque évidemment on est dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. En l'absence d'exclusion du lactose, une dénutrition et une déshydratation sévère vont survenir, et ce qui va menacer la vie de l'enfant. Le traitement, par conséquent, repose sur l'exclusion définitive de lactose. Il ne faut absolument pas de lactose chez cet enfant. Les adultes humains se répartissent, eux, en deux phénotypes en ce qui concerne l'aptitude à digérer le lactose. Alors, tout à l'heure, on a parlé de LP et de LNP. Lactase persistante, donc ça veut dire qu'il y aura eu une mutation d'un allèle qui a permis l'expression de l'allèle donnant une enzyme lactase fonctionnelle, et les individus qui seront de phénotype lactase non persistante, ça veut dire qu'au-delà de 3 ans à peu près, le lactose ne sera plus digéré. Il le sera par les microbes, donc par les bactéries du gros intestin, qui vont l'utiliser par fermentation, mais ce ne sera pas le cas. Alors, j'ai un problème, c'est qu'il faut que je branche mon ordinateur. Enfin, que je branche le courant électrique. Alors, donc je vous ai dit, donc, il y a deux phénotypes différents. Les uns n'ont qu'une aptitude très faible à digérer le lactose car ils ne produisent plus de lactase ou très peu. Ils sont dits lactase non persistants ou non persistants. Et les autres sont dits lactase persistants. Alors, j'ai pu dire résistant tout à l'heure, persistant, résistant. Je mélange un peu les pinceaux quand je dis le lactase persistant. Bon, vous comprenez bien que c'est persistant. Lactase persistant, ça veut dire on a toujours la lactase. Lactase non persistant, on n'a pas la lactase. Bon, c'est le problème d'avoir 60 ans, c'est que des fois on sait les choses mais on dit des bêtises. Bon, veuillez m'en excuser s'il vous plaît. Donc les autres dits lactase persistants vont garder l'aptitude de digérer le lactose durant toute leur vie car leurs cellules intestinales vont continuer à produire de la lactase. Alors, dans le cas de LNP, les manifestations d'intolérance au lactose débutent généralement vers 3 à 5 ans à peu près. Bon, évidemment, ce qui est normal, et se traduisent par un ballonnement abdominal, des douleurs abdominales, des borborygmes et dans les cas les plus nets des diarrhées. Il faut bien voir que durant les premières années de la vie, tous ces sujets exprimaient le gène de la lactase jusqu'à 2-3 ans à peu près. Donc jusque-là, il n'y avait pas de problème, mais pour une raison X, le gène cesse de fonctionner. Alors ces phénotypes sont héréditaires, que ce soit LN ou LNP, donc sont héréditaires. Le phénotype lactase non persistante est récessif. Il est récessif, puisque l'autre est dominant. Celui-ci est récessif, et donc le phénotype lactase persistante est dominant, bien entendu. Ces deux phénotypes sont diversement répartis dans la population mondiale. Le phénotype lactase persistante étant particulièrement fréquent en Europe du Nord, comme je vous l'expliquais précédemment. Et en France, la fréquence du phénotype lactase non persistante est à peu près de l'ordre de 20% dans le Nord et de 50% dans le Sud. Donc il y a une inversion. Donc si ça vient des pays du Nord, on se demande bien pourquoi ce n'est pas inversé. Bon. Les séquences du gène de la lactase sont identiques chez les lactases persistants et les lactases non persistants. Ce n'est donc pas dans la séquence codante du gène qu'il faut rechercher l'origine de la différence phénotypique. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des mutations. Bon. Chez les premiers, on a mis en évidence un ARN messager du gène de la lactase alors qu'il était absent chez les seconds.
La différence phénotypique est donc due à une différence de l'expression du gène et plus précisément dans sa transcription. Chez les lactases non persistants, le gène s'exprime à la naissance mais cesse de s'exprimer à partir de 3-5 ans. Chez les lactases persistants, il continue à s'exprimer toute la vie. Les chercheurs du moins ont recherché la cause de cette différence dans la transcription du gène suivant les individus en explorant le génome autour du gène de la lactase. Chez les Européens, on a constaté une différence nucléotidique à la position 13910 en amont du point de départ de la transcription du gène entre les individus lactase persistant et lactase non persistant. Une thymine, comme je vous ai dit, chez les lactases persistants et une cytosine chez les lactases non persistants. Donc si on regarde des fragments de 2 brins d'ADN autour de la position 13910 en amont du début de la transcription du gène de la lactase, on regarde la paire de bases différentes est en rouge sur le document. Là. Bon, donc on a le brin 1 LP, on a une thymine. Brin 2 LP, on a donc une adénine, ce qui est logique. Et le brin 1 pour LNP, on a une cytosine. Et le brin 2 pour LNP, on a évidemment une guanine. Donc pour la lactase persistante, on a un T. Alors si on considère le brin, un des 2 brins, pardon, on a un T, et donc pour non persistant, on aurait un C. On retrouve bien là la mutation dont nous avons parlé tout à l'heure. Bon. Alors on nous dit que les... c'est un peu contradictoire en fait. Hein, parce que on nous dit que les séquences du gène de la lactase sont identiques chez les lactases persistants et lactases non persistants. Et on nous dit bien, on nous précise que ce n'est donc pas dans la séquence codante du gène qu'il faut rechercher l'origine de la différence de phénotype. On nous dit, à la limite, ce sont les 2 mêmes allèles. Donc ça veut dire que l'expression donnerait dans les 2 cas la lactase. Et là, on nous dit, on nous donne dans le traitement des informations 2 allèles qui sont différents. Il y a l'allèle d'origine, lactase non persistante, où l'on trouve une cytosine, et dans l'autre cas, on trouve la thymine. Donc, je ne sais pas si vous voyez le problème. Alors, soit il y a un problème d'écriture, de texte, où les auteurs se sont trompés, soit c'est moi qui ne comprend pas quelque chose. Alors, à partir de biopsies intestinales, on a recherché les ARN messagers du gène. Pourquoi ARN messager? Parce qu'à partir d'un gène, il y a ce que l'on appelle la transcription, qui va correspondre à une espèce de modèle du gène qui va pouvoir être traduit en protéines. Bon. Ce modèle, c'est l'ARN messager. Donc on aurait l'ARN messager qui provient de l'allèle brin 1 LP et l'ARN messager qui proviendrait du brin 1 LNP, où il y a le nucléotide normal, donc la cytosine, alors que dans LP, lactase persistante, on aurait la thymine. Donc, on sait bien que la traduction d'un ARN messager se fait par codon. On a 3 codons, c'est une succession de 3 nucléotides au niveau de l'ARN
messager, et ces codons, grâce à ce que l'on appelle le code génétique, en fait, va donner une protéine. Pas une protéine, mais un acide aminé particulier. Donc si on a dans un cas une thymine pour LP et une cytosine pour LNP, on voit bien qu'à cet endroit, le codon ou les deux codons ne vont pas coder forcément pour le même acide aminé. Donc là, on aurait bien donc une différence de séquence dans les deux allèles. Or là, on nous dit les séquences du gène de la lactase sont identiques chez les lactases persistants et les lactases non persistants. Et on nous dit bien, ce n'est donc pas dans la séquence codante du gène qu'il faut rechercher l'origine de la différence phénotypique. Donc voilà, là c'est un véritable problème. Alors je continue à lire. À partir des biopsies intestinales, on a recherché les ARN messagers du gène de la lactase chez les individus, alors lactase persistant et lactase non persistant. Donc ça veut dire que, puisqu'ils considèrent qu'on a les deux mêmes allèles, mais c'est pas vrai, puisque là on a deux fragments, on a bien une mutation à un endroit, puisqu'on a le brin LP, on a bien la mutation, la thymine, à la place de la cytosine. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut rechercher l'origine dans les ARN messagers? Donc chez les premiers, c'est-à-dire lactase persistant, quand on recherche les ARN messagers correspondant à l'allèle, on a différentes. Donc chez les premiers, on a mis en évidence l'ARN du gène de la lactase, alors qu'il était absent chez les seconds. C'est étonnant. Ça veut dire que chez les lactases persistants, on a l'ARN messager. Chez les lactases non persistants, on n'a pas l'ARN messager. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'ARN messager? Pourquoi? Alors évidemment, je n'ai pas toutes les informations. Sans doute qu'il y a quelque chose qui a fait que cet ARN messager, dans le cas de la lactase non persistante, c'est-à-dire dans le cas normal en fait, mais qui est défavorable dans la population, évidemment, puisque pour les gens qui ont des vaches, des brebis, etc., même les chameaux, les chamelles, bien s'il y a du lait, il y a du lactose à l'intérieur, et puis dans le cas normal de la population, il n'y a pas l'enzyme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le gène. Et la mutation d'un allèle va faire que c'est possible d'utiliser la lactase. Donc là, j'ai bien compris qu'on nous dit qu'on a les mêmes séquences, que ce soit persistant ou non persistant. Après, on nous montre que les deux allèles correspondants ne possèdent pas les mêmes mononucléotides, donc thymine, cytosine, donc cytosine dans LNP, thymine dans LP. Donc ça voudrait dire que chez lactase persistant, on a l'ARN messager, lactase non persistant, on n'a pas l'ARN messager. Donc ça voudrait dire indirectement que pour la lactase persistante, on a la thymine qui empêche l'expression, alors pas l'expression, mais la transcription de l'allèle en ARN messager. Donc il y a un blocage. Et ça peut vouloir dire aussi que si on remonte encore plus loin dans le passé, peut-être qu'il n'y avait pas la thymine. Peut-être que la thymine est apparue suite à une mutation. Par exemple, on peut remonter très très loin dans le passé, on peut très bien imaginer qu'il y avait la cytosine, donc l'ARN messager pouvait s'exprimer, enfin pouvait être transcrit en tout cas, enfin non, le gène, donc l'allèle pouvait être transcrit en ARN messager qui pouvait donner la lactase, et ensuite il y aurait eu, il y a très très longtemps, une mutation qui a donné la thymine à la place de la cytosine, et dans ces conditions, eh bien l'ARN messager ne pouvait plus se former, donc il ne pouvait plus y avoir de transcription. Bon, où est la solution? Donc, je répète que chez les premiers, c'est-à-dire chez les lactases persistants, on a mis en évidence l'ARN messager du gène de la lactase, alors qu'il était absent chez les non persistants. Donc chez les non persistants, il n'y avait pas
d'ARN messager. La différence phénotypique est donc due à une différence de l'expression du gène et plus précisément dans sa transcription. Donc là, je comprends bien que apparemment les auteurs ne se sont pas trompés. Ils disent bien que le problème vient non pas de la traduction d'un ARN pour donner la lactase, mais provient bien d'un problème correspondant à la transcription de l'allèle vers un ARN messager, transcription possible chez les lactases persistants suite à une mutation d'une thymine qui se transforme, non, d'une cytosine plutôt qui se transforme en thymine. Donc, mutation favorable. Donc, sélection naturelle tout à fait favorable. Alors, chez les lactases non persistants, le gène s'exprime à la naissance, mais cesse de s'exprimer à partir de 3 à 5 ans. Donc, ça veut dire que chez les lactases non persistants, l'état normal fait que l'allèle, en s'exprimant, va s'exprimer dans un premier temps grâce à la transcription en ARN messager qui va être fonctionnel. Il est fonctionnel. Puis à partir de 3 ans, il ne devient plus fonctionnel. Cet ARN messager ne se forme plus. Bizarre. Bon. Donc chez les lactases persistants, la transcription existe bien. On a bien l'ARN messager qui est bien traduit en lactase. Et ceci durant toute la vie. Alors, les chercheurs ont recherché la cause de cette différence dans la transcription du gène suivant les individus en explorant le génome autour du gène de la lactase. Chez les Européens, on a constaté une différence nucléotidique à la position 13910 en amont du point de départ de la transcription du gène entre les individus lactase persistant et lactase non persistant. Une thymine chez les lactases persistants, comme je vous l'ai dit, et une cytosine chez les lactases non persistants. Alors je ne vais pas répéter encore qu'on a bien les allèles qui sont différents, alors qu'au départ on nous dit que la séquence du gène de la lactase sont identiques chez les LP et LNP. Alors ça c'est pas vrai, par contre la phrase elle n'est pas vraie là, donc c'est faux. Donc c'est bien une erreur de langage des auteurs. Alors, on a constaté une corrélation parfaite entre le phénotype lactase non persistante et l'homozygosie pour le variant C en position 13910. De même, corrélation complète entre le phénotype lactase persistant et la présence d'un point invariant T en 13910. Bon, je ne vais pas répéter. Donc sur la base de ces corrélations, on estime donc que cette différence est la cause de la différence d'expression du gène, ce qui est normal, mais la cause d'expression du gène vis-à-vis de la transcription. Parce que le gène s'exprime en fait à 2 niveaux, transcription puis traduction. Mais transcription, ça veut dire on reproduit l'allèle sous forme d'un ARN messager en remplaçant simplement des nucléotides, un certain nucléotide par un autre. Et ensuite, cet ARN messager va être traduit en protéines, c'est-à-dire en lactase. Bon, donc sur la base de ces corrélations, c'est-à-dire position T pour LP sur l'allèle ou C pour LNP sur l'allèle, donc on a bien une différence des deux. Bon, transcription est possible dans les 2 cas jusqu'à 2 à 5 ans et n'est plus possible dans les LNP après 3 ans. Donc,
sur la base de ces corrélations, c'est-à-dire de corrélations de positionnement au même endroit des deux nucléotides différents, on estime donc que cette différence est cause de la différence d'expression du gène au niveau de l'ARN messager. Attention. Bon. Cela introduit l'idée que des séquences situées en dehors de la séquence proprement dite du gène peuvent avoir une influence sur son expression. Et là, évidemment, là, j'ai pas de réponse. Bon. Alors, cela a été confirmé par des expériences in vitro portant sur une lignée de cellules intestinales dans lesquelles on a introduit par transgénèse diverses constructions génétiques. 3 types de constructions ont été utilisés pour comprendre, donc qui comprennent tous une même structure de base, donc la séquence du gène rapporteur, qui était la luciférase, associée à la région promotrice du gène de la lactase, et la région promotrice se trouve immédiatement en amont du gène sur laquelle se fixe l'ARN polymérase, c'est-à-dire l'ARN qui va servir, donc qui va être utilisé dans la transcription. Donc processus indispensable à l'initiation de la transcription. Le premier type de construction se limite à cette structure de base. Le second va comprendre en plus en amont du promoteur un segment incluant le variant T 13910 et le troisième va comprendre en amont du promoteur un segment incluant le variant C 13910. Alors, se souvenir que ce qui est normal, c'est le C, la cytosine. Et suite à la mutation, on a une thymine. Donc quand on dit un segment incluant le variant T 13910, on a bien la mutation. Et pour le C 13910, c'est bien ce qui est normal. Bon. Ces types de constructions reviennent à mettre la transcription du gène de la luciférase sous la dépendance de la région promotrice du gène de la lactase. Et le gène de la luciférase code pour une protéine, la luciférine, qui est une enzyme qui, en présence de son substrat, provoque une réaction s'accompagnant d'une émission de lumière. La quantité de luciférine synthétisée, mesurée par luminescence, traduit l'importance de la transcription. Même s'il y a une transcription du gène de la luciférase avec la première construction génétique, cette transcription est plus importante avec les constructions 2 et 3. Cela indique que la région entourant la position 13910 est amplificatrice de la transcription ici du gène de la luciférase et dans les conditions physiologiques normales, évidemment du gène de la lactase. Cet exemple illustre la notion de gène de zone régulatrice de la transcription qui est une zone encore appelée enhancer. Donc là on a bien compris que si on résumait un petit peu, on voit que il y a des zones donc, qui ne sont pas très loin de l'allèle correspondant qui vont contrôler cet allèle, en fait. Donc on appelle ça des enhancers. Donc ça veut dire que, alors si on raisonne, on a dit jusqu'à 2 à 3 ans, on est sur un individu lactase non persistante. Ça veut dire que dans le cas normal, la lactase n'est pas fabriquée. Suite à une mutation, une thymine a remplacé une cytosine en position 13910, eh bien la transcription va être possible. Alors dans les deux cas, la transcription est possible, mais la transcription s'arrête lorsque le nucléotide est une thymine. Non, est une cytosine, pardon. Et lorsque, suite à la mutation, la thymine apparaît, alors la transcription, alors qui est possible jusqu'à 3 ans, elle ne l'est. Alors, lorsque la thymine est introduite, la mutation, donc cette mutation fait en sorte que la transcription en ARN messager est possible et que cet ARN messager va lui-même s'exprimer pour donner une protéine. Alors que dans le cas normal, entre guillemets, où c'est une cytosine, jusqu'à 3 ans,
la transcription est possible, l'ARN messager va s'exprimer va être traduit en protéines, donc la lactase, pour donner une lactase, mais qu'après 3 ans, cette transcription n'est plus possible parce que, pas très loin de ce gène-là, il y a une zone qui va contrôler le fait qu'il y ait une transcription ou pas. Voilà, donc cette zone régulatrice est importante, elle est indispensable à l'activation de la transcription. Alors pourquoi il y a une désactivation de la transcription dans le cas de la lactase non persistante, dans le cas des individus lactase non persistante? Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Alors, des études ont révélé dans le noyau des cellules intestinales la présence de protéines, notamment de protéines OCT1, facteur de transcription connu, qui se lie à la zone amplificatrice du gène de la lactase. La liaison de cette protéine avec la liaison comprenant le variant T13910, donc suite à la mutation, est beaucoup plus forte que la liaison avec la région du variant C13910, donc où il y avait donc la lactase qui était formée jusqu'à 3 ans, mais ensuite lactase non persistante. Donc ça veut dire que dans la zone à côté, il y a une espèce d'amplification du gène de la lactase. Donc ça veut dire que pour que le gène de la lactase s'exprime, il faut qu'il soit amplifié. Amplifié par une région que l'on va appeler enhancer, donc une zone régulatrice de la transcription, et qu'en plus, il faut qu'une certaine protéine se lie à la région amplificatrice du gène de la lactase, c'est-à-dire va se lier à l'enhancer. Donc ça veut dire que la protéine OCT1 se lie à la zone régulatrice. Donc si la protéine se lie à la zone régulatrice, alors il y a une amplification du gène de la lactase en position T13910. Alors que dans le cas normal, la protéine OCT1 ne se lie pas à la zone régulatrice. De ce fait-là, la transcription ne va pas être possible, donc l'amplification du gène ne va pas être possible non plus. Ces données n'expliquent pas totalement ce qui se passe après le sevrage chez les personnes lactase non persistant. Donc ça veut dire que, bon, c'est bien beau. On a vu qu'il y a le gène, donc l'allèle lactase persistante ou non persistante, avec ou non la mutation, et que dans l'un ou l'autre cas, il faut, pour qu'il y ait une amplification du gène de la lactase, il faut que OCT1 se fixe sur la zone régulatrice. Alors, dans le cas de la mutation, donc avec une thymine à la place d'une cytosine, on a bien amplification, on a bien production de lactase, donc digestion du lactose, mais là on nous dit que cette protéine OCT1, qui est le facteur de transcription, ne suffit pas à expliquer ce sevrage chez les personnes à lactase non persistante. On peut penser que ce sont des changements dans les facteurs de transcription qui sont en jeu, mais on n'a pas toutes les données. Donc, en dépassant le cas particulier de la lactase, cet exemple complète une vision du gène en associant une région transcrite, enfin en associant plutôt à la région transcrite celle des zones promotrices et régulatrices. Bon. Donc là, on arrive dans un domaine où les explications risquent d'être un petit peu plus complexes. On aurait... Bon, je ne vais peut-être pas vous expliquer les mécanismes, parce qu'on parle de régions amplificatrices, donc de zones régulatrices en amont, d'amplificateurs, de promoteurs, c'est compliqué. Donc je ne vous en parle pas. Alors, est-ce qu'on peut
montrer ou donner des généralités sur l'évolution de ces phénotypes. La quasi-totalité des mammifères sont capables de digérer le lactose et donc de produire la lactase avant le sevrage. On a dit, par exemple, dans l'espèce humaine, jusqu'à 2 à 3 ans. Mais ils perdent cette faculté ensuite. Donc, au-delà de 3 ans, lactase non persistante. Mais s'il y a une mutation, c'est-à-dire si la cytosine en position 13910 est remplacée par la thymine, alors c'est possible de bénéficier de la lactase, donc de pouvoir boire du lait en toute tranquillité. Alors, les adultes ont donc le phénotype, pour phénotype, la lactase, donc le phénotype lactase non persistante. Ce phénotype est aussi majoritaire dans la population mondiale. 65% sont lactase non persistant et 35% lactase persistant. Donc cette différence de pourcentage montre bien que à une certaine époque de l'évolution, c'est 65% qui prédominent et qui montrent que il y avait eu, alors peut-être, là je fais une hypothèse, qu'il y avait eu une mutation qui empêchait, en fait c'est un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé il y a par exemple 5000 ans à peu près, peut-être on n'en sait rien, peut-être que à la place du C, il y a une thymine qui favorise la formation du lactose, et peut-être qu'ensuite, et peut-être qu'avant ça, ça a été le contraire. Puis qu'une mutation a redonné C. Mais qu'avant, on avait bien le T. Bon, peut-être. Alors, les populations asiatiques et la majorité des populations africaines sont très largement en lactase non persistante. Alors, on a dit la majorité des populations africaines, on a vu quand même que dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait une zone où quand même on atteignait quand même les 90%. Donc, ce n'est pas toute l'Afrique. Les études de l'ADN des hommes du début du néolithique chez les Européens ont révélé pour tous les échantillons analysés qu'ils avaient uniquement le variant C13910. Donc, ça veut dire le nucléotide qui faisait que à un moment donné, la transcription n'était plus possible, donc l'expression du gène suite, donc en conséquence, à l'éventuelle traduction de l'ARN messager n'était pas possible en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de transcription. Pourquoi? On a dit parce qu'au niveau d'une zone régulatrice, il y avait fixation d'une protéine OCT1 qui empêchait l'amplification du gène en fait. Donc ces données font qu'on considère que l'allèle LNP, donc non persistant, est l'allèle ancestral et l'allèle LP un allèle muté. Mais comme je vous ai dit, on peut très bien penser que c'était le contraire si on remonte encore plus dans le passé. LP pouvait être l'allèle normal, LNP a pu être mutant, a pu s'exprimer suite à une mutation. Et puis ensuite, une nouvelle mutation un T qui remplace un C et qui donne, cette fois-ci, la possibilité de digérer le lactose, grâce à la lactase. Donc ceci implique, mais bon, ça c'est une hypothèse. Donc LNP ancestral, LP muté. Ceci implique que l'allèle muté s'est répandu dans les populations nord-européennes et est resté rare dans les autres. Donc sélection naturelle, dérive génétique, etc. Certaines populations africaines ont aussi une fréquence plus élevée, donc lactase persistante comme je vous ai dit, mais ce phénotype est dû à d'autres allèles que le T13910 et on a vu en effet que on avait une guanine qui était apparue. Donc une guanine qui était apparue. Alors, donc on a dit qu'une guanine était apparue. Alors à la place d'une thymine, alors que là dans les populations européennes LP, on avait une thymine apparue à la place d'une cytosine. Et que dans les populations africaines,
on a une guanine apparue à la place d'une thymine. Bon. Donc cela traduit une évolution convergente sans doute par rapport à la pratique de l'élevage. Bon, voilà, donc là on peut dire qu'entre les populations d'Europe du Nord et les populations africaines, on a un petit peu le même principe. Alors est-ce que dans un cas c'est un problème d'ARN messager, dans l'autre cas est-ce que c'est également un problème d'ARN messager? Là, j'ai pas de texte pour vous l'expliquer, hein, donc je peux pas vous dire. On peut faire l'hypothèse que oui, mais bon, peut-être que oui, peut-être que non, parce que oui, on est dans une zone un seul nucléotide, donc on peut considérer qu'on a l'allèle, donc les nucléotides à des endroits bien précis, et on a toujours les séquences régulatrices. Séquences régulatrices avec, sur cette séquence régulatrice, donc en answer, hein, la protéine qui peut venir se fixer et puis contrôler le fait qu'on peut avoir une amplification ou pas du gène suite à la transcription en ARN messager qui peut ou pas s'exprimer. Bon, voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, je ne vais pas vous parler, j'aurais voulu vous parler également de déficit congénital en lactase, détailler un petit peu plus, notamment de manière épidémiologique, et puis j'aurais voulu vous parler de lactase persistante et non persistante en vous représentant les phénotypes, en expliquant d'une manière différente, de manière épidémiologique également. Je pense que je vais m'arrêter là, hein, le cours a duré assez longtemps. Donc là on a bien compris que sélection naturelle ou pas, un allèle qui possède une mutation favorable en relation avec la boisson qui est le lait. Bon, le cours est terminé. Merci.